Beauté, Jambo, Amos à vous tous, mon Dieu, ça nous voit. J'espère que vous allez bien, vous êtes tous heureux et tous heureuses de me suivre à nouveau pour cette podcast channel. Aujourd'hui, nous allons donc passer à la partie 2, notamment de Toujours Amondra. Nous allons essayer d'identifier cette fois-ci le cas de la tête de bélier, notre particularité de la représentation d'Amon, du moins, dont on va essayer aujourd'hui de ne plus trop prononcer ce mot. Donc, pour rappel, avant de commencer, dans la dernière fois que nous avons parlé de ce sujet, il y a à peu près 1 ou 2 mois, je ne me rappelle pas, dont nous avons essayé d'identifier qui était Champollion le Jeune. Nous avons essayé de brièvement identifier ce personnage. Oui, parce que c'est un personnage. Pas une personne, mais quand je dis un personnage, c'est parce que lui aussi, il a joué un rôle dans la falsification de l'histoire kamite, dont effectivement Cheikh Anta Diop en avait effectivement rappelé ce phénomène, parce que même si Champollion, je le répète encore, il avait essayé de décrire plus ou moins la réalité, qui n'a pas réussi à le faire. Bon, il a fait du mieux qu'il a pu dans ce qu'il a pu faire dans la mythomanie. Il était mieux comparé que son aîné, qui était Champollion Figeac, le vieux, Champollion le vieux, qui lui était jaloux de Volney, et parce qu'il était jaloux de Volney, notamment par rapport au travail qui était un peu plus rigoureux de Volney, il n'a pas hésité à mythomaniser un peu plus, c'est-à-dire il n'a pas hésité parce qu'il était jaloux, c'est-à-dire déjà il était négrophobe, mais en plus ce qui a transformé son travail entre guillemets scientifique, c'était sa jalousie envers Volney. Donc on voit que c'est un cercle vicieux, tordu, de gens malsains, ce monde de l'égyptologie. C'est pour ça que franchement il faut que les Noirs qui sont dans ces sciences-là se questionnent réellement s'ils veulent être égyptologues. Donc, quand même, avant de commencer la séance, pour rappeler encore ce phénomène malsain qui se passe et qui se passait dans ce monde tordu des égyptologues, qui est un monde qui continue, c'est-à-dire quand vous regardez l'actualité sur le phénomène de l'Égypte qu'ils appellent l'Égypte antique, vous voyez dans les articles ces mythomanies pour mettre en avant surtout le personnage mythique qui était Cléopâtre, parce que Cléopâtre, c'était plus l'avènement quand il n'y avait plus de mélanoderme. Donc, c'est un peu plus pour ça qu'ils travaillent. Ils essayent aussi de démontrer la présence locodermique, notamment sur cette terre qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb, pour dire que effectivement, c'était eux qui étaient avant là. Donc, mais pour un peu mieux vous décrire le pourquoi est-ce qu'ils s'aventurent sur cette histoire, on va quand même devoir reparler un peu de Marius de Fontane ou de Fontanès, parce que si je mets Fontanès, c'est parce que dans le livre de Cheikh Anta Diop, Nation et Culture, ici il parle plus notamment de Fontanès, donc c'est pour ça que je dis Fontanès, mais lorsque vous partez faire vos recherches online, vous voyez plutôt que c'est Fontane. Donc je le rappelle bien que c'est un historien, c'est un aventurier, c'est un romancier. Donc lui, il avait l'habitude d'écrire des romans. Par convention, parce que vous savez très bien que les missions napoléoniennes qui ont été faites ont été notamment financées, pas particulièrement par Napoléon, mais également toutes les grandes familles qui effectivement voulaient récupérer et voler cet or et ces matières qui avaient effectivement sur le continent. Et ce n'est pas non plus un hasard qu'ils ont été impressionnés sur le phénomène qui s'est passé notamment dans la partie qu'on appelle l'Égypte et qui n'ont pas hésité à piller. Donc je vais quand même vous rappeler la citation de Fontanès, mais il n'est pas le seul, c'est-à-dire, mais lui il a beaucoup théorisé sur cet événement pour démontrer la leucodermite, la blanchisserie effectivement de la partie qu'on appelle l'Égypte. Et comme j'oublie souvent de le dire, Fontanès était également un contrebandier. Il a travaillé dans l'affaire du Panama, c'est-à-dire c'était une affaire de corruption à haute ampleur qui a donc mêlé toutes les sphères politiques françaises, c'est-à-dire la France a été plongée dans une affaire de corruption et effectivement Marius de Fontanès, qui n'a que pris que 5 ans de prison, effectivement s'en est sorti plutôt pas mal. On se demande même si durant les 5 ans il était réellement 5 ans en prison. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On se demande s'il a véritablement fait cette prison. Donc, la France a l'habitude de laisser pavaner effectivement des bandits. Et on voit même que, donc, dans l'égyptologie, il y a des bandits qui peuvent être des égyptologues. Et effectivement, c'est là où ça devient un peu intéressant. Et c'est pour ça que je vous dis, donc, peut-être que les Noirs actuels qui sont vraiment dans la recherche, qui se disent
égyptologue ferait mieux peut-être de quitter l'égyptologie et de devenir kamitologue. Parce que vous dites que l'égyptologie, c'est l'histoire même, c'est la recherche de l'histoire même de l'Afrique. Mais moi, je vous dirais que l'égyptologie, ça c'est même l'histoire qui permet la dégradation de l'histoire de l'Afrique. Donc, peut-être qu'il va falloir réellement commencer à se dire de quitter drastiquement, même si vous n'avez pas les papiers qui authentifient que vous êtes chercheur dans l'histoire de Kamaka Chopar, hein, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans, dans le cercle intelligentsia, ou est-ce qu'on veut souvent dire. Donc, parce que là, ça va dans du n'importe quoi, parce que des gens doutent. Mais il est vrai, l'égyptologie, l'image que je vous ai montrée la dernière fois, c'est exactement ça l'égyptologie. Et l'égyptologie, c'est la blanchisserie de l'Afrique. Voilà. Donc c'est une histoire qui crée une histoire fausse d'une terre, comme si les habitants de cette terre étaient étrangers à cette terre. Et puis c'est vrai que dans l'aliénation du noir, le travail est fait de telle sorte que le noir soit étranger à sa terre. Donc il y a un décalage, il a un survol, et il passera sa vie à maudire sa terre, à maudire ses pères, à maudire ses frères, ses oncles, alors qu'il doit lui-même se voir en tant que problème d'abord. Parce que s'il médite toute sa vie, ça veut dire qu'il a un problème neuronal qui est dû à un phénomène particulier. Et c'est pour ça que les études sur Bobby Wright et sur Nelly Fuller sont extrêmement importantes. Il faut étudier ces auteurs, ces psychologues spirituels de l'esprit du noir, qui est un esprit qu'il faut soigner. C'est le noir qu'il faut soigner, ce n'est pas le locoderme. Je m'en fous du locoderme, c'est pas lui dont on va s'en soucier. Donc, on va répéter ce que Marius de Fontanes avait dit et on va donc entamer la séance. Fontane de Fontanes, à la page 116, on était à la falsification historique de Kamaka Chopar. Il dit ceci. S'il est démontré que la civilisation s'est faite du nord au sud, de la Méditerranée à l'Éthiopie, successivement, il n'en résultera pas que cette civilisation soit asiatique et est peut-être encore africaine, mais venue de l'ouest au lieu du sud. Ce sont les berbères ou berbères de l'Afrique septentrionale qui, dans ce cas, aurait civilisé l'Égypte. Il dit encore ceci. Parmi les berbères actuels, un bon nombre ont une ostéologie essentiellement égyptienne. Vous avez vu que la dernière fois, on avait donc parlé de Karl Richard Lepsius et donc c'était totalement faux ce que disait Marius de Fontanes. Mais bon, là, je vais juste finir toute sa citation. Écoutez juste les histoires de Fontanes. L'ancien berbère aurait été brun et c'est à l'influence de la race européenne, à l'immigration des hommes du Nord, qu'il faudrait attribuer cette description des Tamarous, des Libyens, ou de la 19e dynastie à la face pâle, blanche, rousse, avec des yeux bleus. Ces blancs engagés par les pharaons comme mercenaires ont fortement métissé l'Égyptien, aussi les Libyens. Il faut donc en faire abstraction et remonter aux Libyens bruns, aux vrais berbères, pour trouver le peuple qui aurait civilisé l'Égypte primitivement. C'est un grand labeur, car les berbères africains disparaissent de plus en plus en Algérie. En Égypte, la théorie, le type berbère ne se rencontre trop mélangé. D'après cette théorie, le berbère africain de l'Ouest, le Libyen brun, aurait peuplé la vallée du Nil nouveau, mais presque aussitôt ou peu après une invasion d'Européens ayant métissé le Libyen du Nord de l'Afrique. Ce Libyen métissé à la peau blanche et aux yeux bleus serait venu modifier l'Égyptien primitif. Cet Égyptien par le sang venu de l'Europe tiendrait à la race indo-européenne, aurait en lui de l'aria. Page 47 et 48 de l'Égypte, dans son livre qui s'appelait l'Égypte. Effectivement, Cheikh Anta Diop à cette époque avait dit que cette thèse est le chef-d'œuvre des explications procédant de la pure imagination, c'est-à-dire qu'elle ne repose que sur l'affectivité. Effectivement, puisque la majorité de ces égyptologues étaient des gens très émotionnels, affectifs. Et je pense, comme j'avais dit dernièrement, que Fontanes avait déjà des dettes accumulées et en plus, il devait sortir de prison. Parce que s'il n'a fait que 5 ans de prison, ça veut dire qu'il a dû payer les dettes au travers de ses livres et de ses bouquins. Peut-être qu'il n'a même pas
clairement fait ses 5 ans de prison. On avait un peu laissé le temps d'écrire, de rédiger les histoires qu'il fallait. Peut-être que, à condition de sortir, il devait écrire une fausse histoire. Effectivement, bon, il l'a fait. Peut-être que c'est pour cela qu'il est sorti. Voilà. Donc, nous avons une vision d'un monde aberrant, un monde au-delà du réel, comme disait le Kalala, et ça nous impressionne. C'est-à-dire aujourd'hui, comme on est aliéné, on est impressionné par les conneries de connards. Et donc, effectivement, il va falloir travailler dur pour faire sortir le noir des rêves et des cauchemars, c'est-à-dire le cauchemar des autres. Parce qu'on est dans un cauchemar. Parce que ce n'est pas nos rêves à nous, alors on est dans des cauchemars, ce qui fait en sorte qu'on se déteste. On a de l'auto-haine, on a du mépris, on a tous ces éléments qui ne sont pas réels parce qu'on vit dans les rêves des autres qui est pour nous notre cauchemar. Oui, c'est un cauchemar. Donc je vais commencer cette séance effectivement en vous lisant un passage du livre de notre frère Dibomba Rimbok, dont souvent je prononce très mal et je m'en excuse. Son livre s'appelle Congo et effectivement il est vrai, comme c'est un livre très récent encore, j'ai pas trop le droit d'en parler, mais c'est pour souligner cet aspect effectivement, pour expliquer ce dont nous allons un peu clairement parler aujourd'hui. Et donc, bon, je m'en excuse en avance, mais effectivement, il faut mettre les choses à leur place et à leur contexte. Et pour que moins de noirs s'embrouillent, de mélanodermes, donc il faut mettre les choses un peu plus au clair. Donc, j'espère que le frère ne m'en voudra pas, effectivement, l'aîné, pour le fait d'avoir un peu utilisé son texte pour entamer ma séance podcast. Donc, je m'excuse d'avance et je remercie effectivement ce travail. Et n'hésitez pas d'acheter son livre. Et donc, on va commencer. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager la podcast channel. C'est gratuit. Likez, partagez. C'est gratuit, mes frères. Faites ce geste, c'est simple. Il ne demande pas beaucoup de travail. Vous appuyez sur le pouce et on est tous heureux. Et la fête foraine a commencé. Allons-y. On est au chapitre 8. Amon, qui s'appelle Amon, et dont son nom africain, Kamitou, est Nyambé. L'un est un seul. Il dit ceci, dit mon Barimbok, page 133. L'arc-en-ciel, qui, comme le mentionne Daniel Chauvin, est entre guillemets symbole de la mort corporelle, de la renaissance à l'esprit. 2 points. Forme, figure du jugement, dernier, forme, figure de l'Apocalypse, signe de l'alliance retrouvée avec la traversée de l'histoire et du temps. Daniel Chauvin, dans son livre L'œuvre de William Blake, je pense que vous connaissez tous William Blake, qui a écrit l'Apocalypse et Transfiguration, page 227, est une image omniprésente dans la tradition initiatique des peuples noirs. Pour saisir cet aspect spécifique de la tradition kémite, il faut se rapporter à la locution Nyambé, qui désigne le Dieu suprême. Mais la plupart des peuples d'Afrique au sud du Sahara, on trouve par exemple ce nom est employé pour la divinité chez les Adjourou de la Côte d'Ivoire par exemple. Ils disent Nyam, les Akans du Ghana, Nyamé, les Bakongo d'Angola, Nzambi, les Fang de Guinée équatoriale, Nzambé, les Bamileke du Cameroun, Nyamsi, les Barots de Zambie, il appelle Nyambé, les Bayas de Centrafrique, Zambie, les Choké d'Angola, Zambie, les Fanti du Ghana, Nyamé, les Douala du Cameroun, Nyambé, les Bassa du Cameroun, Nyambé, les Lélé du Congo, Ndjambi, et des noms tels que Zambie, Mozambique ou Zambèze sont directement inspirés de cette locution divine, l'expression Bakaché ou Bakaché, qui termine l'hymne du papyrus de Liède, traduit directement Nyamba Nyambé, Nzamba, etc. Cette récurrence quasi générale du nom Nyambé chez des peuples géographiquement distants de plusieurs milliers de kilomètres indique une cohabitation initiale qui a certainement pris forme dans la vallée du Nil. Donc, par exemple, lorsqu'on suit Tété Mandjombe, le frère Tété Mandjombe,
il nous parle effectivement de l'œuf sacré, c'est-à-dire la base de la base, Eyo, qui est une histoire effectivement liée. Je pense que si le frère Dibombari est allé un peu plus loin, je pense qu'il a peut-être étudié cette histoire de son autre nom qu'on pourrait aussi dire Imana. Imana, c'est-à-dire le début, la fin, la puissance suprême, l'infini, infinité, comme je l'avais déjà dit. Effectivement, le frère Toth l'explique encore au mieux. Donc c'est pour ça que je fais toujours des références à ces personnes, parce que je ne suis pas dans cette recherche, je ne suis pas linguiste, je ne suis pas dans l'égyptologie, je ne suis pas camitologue, mais effectivement la particularité que j'ai, c'est que bon, je comprends assez bien les choses, et moi je suis plus dans l'étude comportementale, et donc du coup, pour dire vrai, c'est pour ça que bon, je me dis, c'est aussi intéressant pour comprendre l'aliénation du noir. Pourquoi pas aussi s'aventurer dans ce type de découverte et de recherche qui pourra aussi peut-être aider d'autres, parce que ces profs, ils ont des particularités extraordinaires et ce n'est pas évident pour tout le monde de les comprendre, même si effectivement ce qu'ils disent c'est assez clair, c'est-à-dire c'est assez clair. Même effectivement les travaux de citoyens qui sont assez clairs. Donc nous devons faire très attention, apprendre à avoir l'envie de connaître son histoire pour découvrir et comprendre ce qu'ils disent. Donc ici, nous avons une traduction, effectivement, qui explique un peu le phénomène d'Amon, du moins de Nyambé, Nzambi et Imana dans sa vision de sa propre création. Donc, on continue, c'est toujours dans le livre de Debombarimbo que je tiens cela. J'ouvre les guillemets. Parole a dit par le véritable scribe royal, l'aimé d'Amon, ce que vous avez suivi dernièrement lorsqu'on parlait de l'aimé d'Amon, juste de voix et issu de la chair même du, bon, il dit Dieu, D-I-E, bon, on va dire que c'est le vocabulaire, voilà, Dieu pétri, bon, on va dire, comprenez, c'est le vocabulaire, pétri en or massif de Nubie, il loue et rend grâce à, 2 points, on va vous dire la citation, effectivement, issu de ces médounetières. Allons-y. Celui qui inaugura l'existence la première fois, Amon, qui est venu à l'existence du commencement sans que son surgissement soit connu. Il n'eut point de Dieu qui vint à l'existence avant lui. Donc avant le Créateur, il n'y avait personne. Il n'y a que le Créateur et lui seul. Avant lui, aucun autre être. Avant lui, rien. Il n'y avait pas d'autre Dieu pour révéler ses formes mystérieuses. Il n'y avait pas de mère qui lui a façonné son nom. Donc il n'y avait pas de maman et de papa. Puisque lui-même, c'est le père, c'est la mère, c'est le féminin, c'est le masculin. C'est le Créateur. Je répète, il n'eut point de Dieu qui vint à l'existence avant lui. Il n'y avait pas d'autre Dieu pour révéler ses formes mystérieuses. Il n'y avait pas de mère qui lui ait façonné son nom. Il n'y avait pas de père qui lui a engendré en disant « c'est moi ». Il est celui qui a façonné son œuf, lui-même, l'œuf Eyo, rappelez-vous. Le puissant à la naissance, mystérieuse qui a réalisé sa propre perfection. Dans son inconscient, qui est la phase de la conscience la plus énorme, il a pris conscience et a matérialisé sa propre existence. C'est du jamais vu. C'est normal, c'est le Créateur. Donc, l'Esprit divin qui est venu à l'existence de lui-même, tous les Nétérous, vint à l'existence après qu'il fut advenu au commencement. Mystérieux de naissance, resplendissant de forme, Dieu merveilleux aux multiples apparitions. Donc, les apparitions dont on parle sont effectivement les divinités. Dans les divinités, c'est l'émanation de la une seule, c'est l'émanation du un seul, donc du seul, de l'unique Imana. Pendant que les égyptologues, eux, ils disent qu'on était polythéistes, ils racontent des histoires à dormir debout, Dieu, dans le Créateur, n'est qu'un seul. Et dans les manifestations de sa puissance, pour expliquer son phénomène, il fit naître d'autres formes qu'on appelle les divinités, les déités, qu'aujourd'hui ils appellent les dieux, les plusieurs dieux. Vous voyez la différence? Voilà. Chaque créature se glorifie en lui,
pour se magnifier en s'imprégnant de sa divine perfection. Ré, lui-même, s'est uni à sa chair. Il est le grand. Dans Iunu, on l'appelle Tanjene. Amon, sorti du Noun, pasteur et guide des humains. Bon, ça c'est un langage très... bon. Une autre de ses formes est l'Ogdoad. Je pense que vous avez déjà aussi suivi ce mot. L'ancêtre primordial qui a engendré les Nétérous primordiaux et en essence à Ré. Il accomplit par et en atome, ne formant plus qu'un seul avec lui. Il est le Seigneur de l'univers, le commencement de tous les êtres. C'est son bas, dit-on, qui séjourne dans le ciel lointain. Lui-même, c'est dans la droite, D-O-U-A-T, et le premier de l'Est, son bas est dans le ciel, son corps dans l'Occident. Sa statue est dans Émontis et exalte ses glorieuses apparitions. Unique est Amon, qui est caché. Amon, c'est caché, c'est de Amon d'où vient Amen. Caché, ce qui est caché le mystère. Pour eux, se dérobe au Nétérou sans que l'on connaisse son véritable aspect. Il est plus éloigné que le ciel lointain. Il est plus profond que la droite. Aucun éther ne connaît sa véritable nature. Son image n'est pas figée dans les écrits. On n'a point sur lui des témoignages parfaits. Il est trop mystérieux pour que ce soit révélé sa prestigieuse majesté. Il est trop grand pour être interrogé, trop puissant pour être connu. On tomberait à l'instant, mort d'effroi, si on osait consciemment ou non prononcer son nom secret. Aucun éther ne sait l'appeler par ce nom. Bas, caché, son nom tant il est mystérieux. Je ferme les guillemets. Donc vous avez compris ici que Amon-Ra n'existe pas. Bon, c'est-à-dire, c'est une traduction pas bien traduite, mais bon, on va dire que c'est du comme ci, comme ça. Parce que, effectivement, on va dire que c'est assez grec dans la vision où c'est de cette vision harmonisée qu'est sorti, effectivement, le mot Amen, qui veut dire caché, qui veut dire quelque chose dont on ne peut réellement comprendre, expliquer. D'où on appelle aussi ça Imana. Imana, c'est-à-dire la puissance infinie, infinité. Parce que le Créateur, on ne sait pas à quoi il ressemble. Il n'y a pas d'image. On voit très bien que la vision locodermique a créé une image. Donc, Dieu, il est barbu, il est blanc, il est locoderme, etc. Alors que on ne sait pas à quoi ressemble le Créateur. Le Créateur n'a aucune couleur. Bon, c'est-à-dire, il n'a pas... C'est-à-dire, il ne faut pas le lier à la négrophobie, à la race, les mots des locodermes. Il n'y a pas de génétique pour expliquer le Créateur. Donc, tous ceux qui vont vous dire que voici la représentation du Créateur sont des dégénérés mentaux, des attardés. La seule chose qu'on peut découvrir et comprendre du Créateur, ce sont ses manifestations énergétiques qu'on appelle les divinités dans l'Afrique subsaharienne, qui est la base de la spiritualité kamite de Kemet un peu plus en haut, a aussi des représentations effectivement des divinités. La particularité, c'est qu'elles sont toujours des couples. Ce sont des couples, c'est-à-dire ils forment toujours un couple. Parce que le lien masculin et féminin engendre une essence après. C'est pour ça que quand ceux qui sont bien implantés dans leur culture et la connaissance de leur histoire, savent que ce soit les divinités Igbo, les divinités Fambeti, les divinités du Zambie, etc., et les divinités anciennes, du moins les vraies divinités avant les invasions sur la partie qu'on appelle le Maghreb aujourd'hui, ces divinités étaient toujours des couples. Ils formaient toujours des couples. Toujours des couples, en fait. C'est important. Cette notion de couple masculin-féminin, ce n'était pas des couples du même genre, comme la société locodermique aime bien jouer avec les genres. Donc, le Créateur Imana est une force, une puissance dont nous ne pourrons même pas et dont nous ne pouvons pas expliquer l'ampleur. Peut-être pour ceux qui ont du mal à dire Nyambé, Zambi, etc., Nyamé, ou Imana, ou Eyo, etc., peut-être que
vous pouvez utiliser les mots de l'Eucodème en disant l'infinité infini infiniment, le firmament, le début, la fin. Vous pouvez dire infinity, the world and the world and again, I don't know. But vous ne pouvez pas expliquer clairement dit qui est le créateur. Ça vous dépasse. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image pour expliquer le créateur. Il n'y a pas d'image pour représenter le créateur. Il n'y a aucune image qui représente son être réel. Parce que son être réel, vous ne pouvez pas le représenter. Vous n'avez aucune idée. Vous n'en aurez pas en restant dans le monde des illusions. Bon, on va commencer la séance de lecture. Donc il dit Amon, Amon-Ré, Amon-Ra, deuxième partie, à tête de bélier, parce que là on est déjà dans l'ère du bélier. Et là, vous avez vu sur le sous-titre, entre guillemets, entre parenthèses, Jupiter, Amon. Pourquoi Jupiter, Amon, d'après vous? Pourquoi Jupiter? Donc là, nous sommes déjà effectivement dans la vision romaine, après Alexandre le petit grand, bon, comprenez le petit masculin, où est-ce que je vais dire? Vu qu'aujourd'hui, on ne peut plus, vous savez, on va dire masculin, voilà. Donc, Jupiter de la mythologie, oui, parce que c'est un mythe. Jupiter, la mythologie latine, qui, en son autre nom, c'était Jupiter avec 2 P, ou Lupiter, génitif de Jovis. C'est le dieu romain qui gouverne la terre et le ciel ainsi que tous les êtres vivants s'y trouvant. Il est aussi le maître des autres dieux et est originellement un dieu du ciel, caractéristique que l'on retrouve dans son association aux présages célestes liés aux pratiques divinatoires des prêtres de Rome. Pour ceux qui l'ignorent, même à l'ère chrétienne catholicienne du Moyen-Âge, beaucoup, pour ne pas dire la majorité, des ordres religionnaires christianiennes pratiquaient ce qu'on appelle une christianité polythéisto-romaine. Là, j'invente vraiment le vocabulaire, c'est-à-dire, ils vous parlaient de Jesus Christ, etc. Et en même temps, ils ajoutaient des notions de leur mythologie. Ils parlaient de Zeus, ils parlaient de Rome, ils parlaient de Jupiter, ils parlaient de Mars, ils parlaient de Neptune, etc., de Vénus. Donc, c'était un mixage bizarre parce qu'ils avaient encore du mal à se détacher effectivement de leur histoire et de leur vie. Hein? Parce que effectivement, il est clair que bien qu'étant en train de venir avec l'avènement du nouveau monde, donc de la nouvelle politique, parce que le christianisme c'est une politique, il devait quand même passer par ce qu'on appelle un phasage de l'approximatif avant de dire pleinement au revoir. Même si ils ne l'ont pas clairement dit. Parce que quand vous irez au Vatican, je suis déjà partie, et vous verrez un peu l'histoire claire, et si vous posez les questions qu'il faut, etc., vous verrez bien qu'ils n'ont pas oublié leur mythe sacré. Et le pape Pie VI ou le pape Borgia, lui, à un moment, effectivement, il faisait des fêtes, il faisait des orgies, etc. Il a ramené la vision romaine mythologique dans la christianerie. Parce qu'il trouvait que ça redonnait sa valeur propre à l'Europe, du moins, pas à l'Europe. L'Europe n'existait pas, du moins, ils ont un peu mis ça à côté. Ça redonnait un peu plus de la force et de la splendeur à la Rome qui disent antique. Ça redorait un peu ce blason-là, alors qu'on était déjà au Moyen-Âge. Bientôt Renaissance. Donc, c'est assez compliqué. Vous comprenez? Ils ont une vie du désordre qui est, je vous ai dit, je ne pourrais plus justifier ou expliquer le pourquoi. Vous comprenez? Donc, c'est le dieu des Romains qu'ils attribuent à l'aigle et la foudre. Et vous allez comprendre que dans les réécritures de la Bible, il y avait pas mal de liens entre la mythologie romaine qui a été ajoutée à la Bible déjà, qui est un livre de copie assez compliqué. Bon, pas compliqué, mais assez compliqué. Ils ont ajouté aussi à leur moment de phasage
des éléments assez mythomaniques romaines dedans à l'intérieur. Parce que même les Grecs, dans les Bibles grecques anciennes, ils ajoutaient pas mal des histoires de Zeus, etc. Donc chacun a mis son game. Et vous voyez donc la séparation effectivement avec la juiferie, parce que c'était d'abord, vous savez que pour les juifs, ça s'arrête à la recherche continuelle du Messie, parce que les juifs n'ont pas toujours trouvé le Messie, mais donc la séparation a fait en sorte que les gens finissent par trouver le Messie, qui, on ne le sait pas s'il viendra tôt ou tard. Donc, les Romains finirent par associer le dieu Jupiter à son équivalent grec Zeus, même si les dieux se distinguent d'abord très nettement. Dans la tradition littéraire romaine, la représentation de Zeus se superpose à celle de Jupiter, au point que les deux dieux finissent par être confondus, tant par les mythes et l'iconographie. Il faut comprendre que Rome vient plus tard, après la grecquerie, et donc c'est les Romains qui ont copié la grecquerie en fait. Et donc, tout ça, ce sont effectivement des imaginaires indo-européennes, mais nous n'allons pas nous approfondir sur ce monde-là aujourd'hui. Et donc, Jupiter, parce que nous avons un président qui est jupitérien, Jupiter est la 5e planète du système solaire par ordre d'éloignement au Soleil, et donc c'est la plus grande par rapport à sa taille, par rapport à sa masse, donc devant Saturne, qui sont effectivement ensemble des planètes gazeuses, c'est-à-dire composées d'hélium et d'hydrogène. Elle est plus volumineuse que toutes les autres planètes réunies, avec son rayon moyen de 69 911 km, qui vaut environ 11 fois la Terre, et sa masse qui est de 1,8982 fois 10 puissance 27 kg, qui est 318 fois plus grande. Donc, elle orbite en moyenne 779 millions de kilomètres du Soleil, donc 5,2 unités astronomiques, et sa période de révolution vaut un peu moins de 12 ans. Donc, il paraît que Jupiter a une composition similaire au Soleil, et donc, comme on le répète, elle est constituée donc d'hydrogène, mais aussi d'hélium, pour un quart de sa masse et un dixième de son volume. Voilà, donc elle possède quand même un noyau rocheux composé d'éléments plus lourds, mais les autres planètes géantes, Jupiter n'a pas de surface n'a pas de surface solide, bien définie, mais plutôt de vastes manteaux d'hydrogène métallique. Donc de très petites quantités composées telles que de l'ammoniac, du méthane, de l'eau, qui sont aussi détectables. Bon, voilà. Donc c'est une planète qui n'a que du gaz autour d'elle, une très petite surface rocheuse. Donc on ne peut pas dire qu'on va tous aller vivre, voilà. Et ainsi de suite. Donc à tête de bélier, pourquoi? Parce que ici on est déjà à l'ère du bélier. C'est l'ère du feu, c'est l'ère des émotions, c'est l'ère du vif, l'ère du bélier. Pour la représentation en bélier, je vous présenterai l'image à la fin. Les écrivains grecs et latins qui ont conservé quelques documents sur le culte et sur la religion des anciens Égyptiens, vous avez compris que quand il parle de culte et notamment de religion des anciens Égyptiens, c'est parce qu'effectivement, il tire ses propos de Manéthon. Manéthon qui est un prêtre. Et à l'époque de Manéthon, il n'y avait plus aucun mot, c'est-à-dire aucune expression vocabulairienne très propre à l'Afrique, j'ai envie de dire. Ici, on tombe dans les mots tels que religion, effectivement. Et quand on parle des anciens Égyptiens, ici, on parle des mélanodermes, donc ceux qui étaient avant, ceux qui ont inauguré, ceux qui ont créé effectivement cette terre-là, c'est-à-dire ce monde-là, ce peuple-là, cet univers-là. Donc, ils disent tous que ce peuple représentait le dieu Amon-Donyambe, la principale divinité de l'Égypte et de Thébès ou de Thèbes. Moi, je sais pas, moi j'aime dire Thébès, j'aime prononcer le S qui est à la fin. Sous une forme humaine et ayant pour tête celle d'un bélier. Comme je vous l'ai dit, pourquoi le bélier? Parce qu'on était déjà à l'ère du bélier. Donc, le bélier qui est effectivement cette forme qui était après prise par les religions abrahamiques, donc juives, chrétiennes, musulmanières, et après inspirée effectivement aussi par les sectes satanistiques leucodermiques. Donc, ce sont des éléments qu'ils ont pu quand même prendre après l'épouvantail des invasions, effectivement. Donc, on voit que ce sont des religions, dont les religions que j'ai citées là, sont des religions qui n'ont eu aucune autre base que
le fait de prendre de l'Afrique. Et vous allez aussi, je vais aussi mieux vous expliquer ce type de phénomène un peu plus tard. Donc, on vient de voir cette divinité sous une forme purement humaine. Pourquoi humaine? Parce que, comme le mélanoderme ne peut pas représenter Imana, Imana est une puissance dont on ne peut représenter, sa forme est irreprésentable, c'est-à-dire on ne peut pas représenter Imana. Alors, la seule chose à faire, parce que le mélanoderme ne vivait qu'avec le mélanoderme, il n'y avait pas d'autres types d'espèces, c'est-à-dire il y avait les nitéros, il y avait les animaux, bon, il y avait les singes, etc. Mais en tant qu'espèce de sa même constitution, il n'y avait pas une autre, c'est-à-dire le mélanoderme allait du plus mélanodermisé, donc le plus mélaniné, au plus, c'est-à-dire à l'albinos, c'est-à-dire il allait du plus sombre à l'albinos. L'albinos qui est un mélanoderme, je le répète, qui a juste des problèmes de pigmentation de la peau. Voilà. Donc, il ne pouvait que se représenter que lui-même, parce qu'il était la seule preuve d'une quelconque preuve de l'intelligence et de la capacité forte de Imana. Bon, moi, c'est comme ça que j'interprète la chose, parce qu'il n'y a pas un autre moyen de le représenter. C'est un peu comme les Leucodèmes, lorsqu'ils ont fait la représentation du Créateur, ils ont mis le barbu blanc, etc., bien blanc, etc., tout en blanc. Donc, ils se sont auto-représentés. Jésus, ils ont fait pareil, etc. Donc, mais le diable, bizarrement, il est en noir. Mais je vais vous montrer une autre image de comment est-ce que le Leucodème représente le diable. Mais effectivement, je réfléchis encore le contexte dans lequel je vais vous présenter. Du moins, je vais vous faire cette séance. Voilà. Donc, et donc, ils ont ajouté la tête du bélier parce qu'effectivement, dans le calendrier Kamitou d'avant, effectivement, qui n'est plus utilisé parce que lorsque on revient effectivement dans sa vraie culture, on sait qu'aujourd'hui on est à l'année 6259. Donc, du coup, nous savons techniquement que nous sommes dans une année un peu plus avancée, c'est-à-dire l'Africain actuellement, il n'est pas en 2000, il n'est pas en 2023, mais il est plutôt en 6259. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est un peu comme les Chinois qui sont à l'an, je ne sais pas s'ils sont à l'an 1600, je ne sais pas, ou les Arabes qui sont à l'an, je ne sais pas, 1500. Parce que chacun vit selon son calendrier, selon sa naissance, etc. Donc, dans le calendrier grégorien, nous sommes en 2023. Nous, peut-être, si on repart dans l'histoire des régions des Grands Lacs, on est peut-être à plus de 6000, peut-être qu'on a 10 000. Donc, l'histoire du mélanoderme est très, très ancienne. Et effectivement, elle s'expliquait en fonction, effectivement, du temps, des ères. Et lorsqu'on était à une ère, par exemple, l'ère du taureau, on représentait le créateur en forme du taureau, c'est-à-dire en tête de taureau. Lorsque c'était la Vierge, l'ère de la Vierge, il y avait une représentation de Vierge. Lorsqu'on était à l'ère des Gémeaux, donc on tombait à la représentation du Gémeaux. Donc, là, on était à la représentation de l'ère du bélier qui avait une particularité assez chaude, assez vive, puisque l'ère du bélier a entraîné l'ère du poisson, donc l'ère de l'endormissement spirituel, l'ère des eaux troubles, l'ère du mensonge, l'ère de l'aliénation. Voilà. J'espère que c'est clair, du moins je l'espère. On vient de voir cette divinité sous forme purement humaine, mais les monuments nous la montrent aussi telle que les Grecs l'ont décrit. Le nom et la légende hiéroglyphique Amon ou Amon-Ré, dont Niambé, etc., seigneur des régions du monde, que j'ai déjà dit qu'on ne sait pas de quelle région du monde il parle, mais une autre manière de dire aussi Seigneur suprême, dont le Créateur suprême. Se lie en effet assez souvent avec l'image d'une divinité assise sur un trône. Pourquoi? Parce que effectivement, le Créateur, il a une puissance inégalable et c'est lui qui dirige la création, c'est-à-dire il dirige les processus de la création. Il est à un niveau élevé et donc sa puissance est que il est pour nous un être comme il est assis. C'est pas qu'il est assis sur un trône, mais c'est lui qui gouverne, c'est lui l'échiquier, c'est lui la puissance ultime. Donc on estime que comme on a des rois qui sont assis sur un trône, alors le Créateur, par sa puissance, il est assis sur l'univers. Parce que c'est le Créateur de l'univers.
Donc, assis sur le trône. Et effectivement, d'où le mot quand même de Usare. Usare, qui est l'être le plus ancien, qui est assis. Il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Et donc, c'est de cela que, effectivement, les Lokodem ont aussi tiré ça de la représentation de ce qu'ils appellent le Dieu suprême et qu'ils ont effectivement pris toutes les notions de nos ancêtres qu'ils ont appliquées bêtement, étroitement pour effectivement créer cet aspect du Dieu assis sur le trône, Zeus assis sur le trône, Jupiter assis sur le trône, Kashikarakara assis sur le trône, Thor assis sur le trône, Chronos sur le trône, les trônes. Donc, c'est le contact avec le noir qui a permis au Lokoderm de créer ce lien avec une religion. C'est pour ça qu'ils disent religare, religion, religare, se relier à Dieu. Religare, parce qu'eux n'ont pas de lien avec le Créateur, alors ils créent le lien. C'est ça que veut dire religion, religare. Comprenez, religare. Il faut avoir fait quand même les écoles christianiennes, je peux quand même vous en parler quand même. Donc, voilà. Le sceptre des dieux d'une main, le symbole de vie divine de l'autre, ayant les chairs vertes ou bleues, comme l'amone à face humaine, mais dont la tête est celle d'un bélier. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Orné de la même coiffure, surmonté du disque, et le disque solaire, parce que le disque c'est Ra, c'est le soleil, donc il porte le soleil, puisque c'est le soleil. Puisque le créateur c'est la connaissance, donc c'est le soleil. Mais dans la tête est celle d'un bélier orné de la coiffure surmontée du disque et de grandes plumes, dont les plumes les ailes. Il est au-dessus de tout. L'oiseau y vole. Il est dans l'air, dans le créateur. Qui distingue également Amon, à tête d'homme, le serpent Uerius. Vu de face, qui décore le bas de cette coiffure, est l'emblème ordinaire de la puissance royale. Cet insigne est comme au Dieu et au souverain de l'Égypte, telle est la divinité représentée sur notre gravure. Effectivement, le serpent royal, l'ordre royal par le serpent Uranus. Uranus, effectivement, dans l'histoire ancienne égyptienne, c'est du symbolisme, mais effectivement, on va dire que c'était comme à l'ère du, bon, je sais pas si on va dire qu'il y avait l'ère du serpent, hein, parce que moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, dans l'histoire de Kemet, d'autres disent qu'Atiopa, bon, on va dire comme vous voulez, l'Éthiopie, Nubie, etc. Le cobra femelle, qui a pour fonction de protéger le pharaon, bon, on va pas dire le pharaon, on va dire le roi, le Remetou, le roi de Kamakatchopa, contre ses ennemis. Donc, le serpent était un protecteur. Le python sacré, le serpent sacré, le cobra sacré, etc. Il protégeait contre des ennemis, protégeait contre le mauvais sort. Également, le serpent également représente, dans sa forme circulaire, associée au disque, représente aussi le soleil. Le serpent tourne et tourne autour du disque, car c'est cette entité qui permet de créer cette forme circulaire solaire, au-delà des représentations imaginaires. Or, maintenant, si nous allons dans la Bible, si nous allons dans le Coran, si nous allons dans les représentations locodermiques dont s'étiennent, le serpent représente le venin, le diable, puisqu'il y a le serpent maudit, c'est-à-dire on représente le diable, c'est-à-dire l'entité du mal, par un serpent, le serpent millénaire, l'être du mal. Donc, le serpent qui était avant un être sacré, un être particulier, est devenu le représentant des ténèbres, du mal, le représentant, du mal, j'ai envie de dire, du mal locodermique. Comment est-ce que le serpent est devenu le représentant du mal? Comment? Ça, c'est une question. Donc, d'après le principe divin Kamit, c'est également une puissante déesse, principalement incarnée par Wadjet, dans le cobra de Bhutto, la déesse Weret Ekau, serpent ou lion, qui la personnifie aussi. Au-delà de tout, le serpent, dont l'Ureus, était également aussi une représentation de l'œil, dont l'œil de Ra et sa fille, soit une déesse solaire. Pourquoi? Parce que si vous avez vu l'image de l'Ouroboros, l'Ouroboros forme des cercles, un cercle. C'est le serpent sacré qui tourne.
le serpent permet de créer effectivement cette sphère tournante qui justifie l'infinité. Le serpent mu donne la capacité de se renouveler, donc il représente un renouvellement, une nouvelle vie. Et il y a des remèdes qu'on fait à base de venin de serpent, pas seulement en Inde, mais également en Afrique. Donc le serpent a une fonction que nous avons oubliée, j'ai envie de dire, et dont l'aspect religieux occidental nous a fait rejeter, humilier, parce qu'ils disaient que c'était le mal, et les Arabes disaient que c'était le shaitan. Donc, effectivement, nous sommes devenus des idiots, comme je l'ai dit, effectivement. Donc, Toutankhamon, effectivement, du moins celui qu'on appelle Toutankhamon vulgairement, avait effectivement cette représentation, et même, au-delà de tout, Néfertiti. Donc, les images de Niambé, dont Amon, à tête humaine, paraissent plus nombreuses sur les monuments de Thébès ou de Thèbes, ça vous de dire comment ce que ça se lit, que les images du même dieu à tête de bélier. Ces dernières se montrent plus fréquemment, au contraire, dans les temples de Libye et dans les diverses oasis. Ce sont des îles, on va dire des petites îles, ce sont des petites îles de terrain aptes où il y a souvent de la végétation, etc., notamment dans les zones du désert. Et donc, effectivement, vous savez qu'à une certaine période, il n'y avait pas du désert, mais plus tard, effectivement, je pense que, comme je l'ai dit, je pense que là, c'est une malédiction que le désert a apparu depuis les invasions. Donc, et dans les diverses oasis, l'on a retrouvé des constructions de style égyptien, donc on va dire de constructions anciennes de la période des rois noirs. Le bélier, d'après les idées des Égyptiens, était un animal remarquable, surtout par sa tête dans laquelle réside sa principale force, oui, notamment par rapport à ses cornes. Et comme il est aussi le chef et le conducteur du troupeau, il devint pour eux le symbole de la prééminence, de la principauté, dont ses cornes furent aussi l'emblème des plusieurs nations orientales. C'est pour cela que les Égyptiens, selon Plutarque, le placèrent à la tête des animaux du zodiaque, et que ce quadrupède fut spécialement consacré au chef des dieux, dont on va dire à Niambé, au Seigneur suprême, à Amon, dont les représentations empruntent la tête de cet animal, de la même manière qu'on verra tous les dieux égyptiens figurés sous une forme humaine, mais avec la tête de divers animaux quadrupèdes, oiseaux, amphibies et reptiles ou insectes qui leur furent spécialement consacrés. Donc, ici, il y a une partie qui est quand même assez intéressante. Je ne vais pas toujours corriger les vocabulaires, mais vous avez compris, etc. Donc, le bélier, parce qu'ils n'ont pas compris que là, on était effectivement à l'ère du bélier, donc c'est pour ça que la représentation du créateur était béliérisante. Et donc, le bélier est un être spécial, c'est-à-dire déjà même dans sa forme formulaire. Donc, tous les gens qui ont déjà vu du bélier savent que c'est un être particulier. Donc, c'est un mâle non châtré, de l'espèce des Ovis aries, comme on dit souvent. Ovis aries, c'est un animal domestique, mammifère, herbivore, etc. C'est un ruminant réservé pour la reproduction, effectivement, d'agneaux. C'est le jeune mâle. Donc, on désigne le mâle et la femelle sans faire de distinction. Voilà. Le bélier est issu du suffixe de l'ancien, disent de l'ancien français, bélin, dont l'étymologie est incertaine. Pourquoi ils disent que l'étymologie du bélier est incertaine? C'est parce que comme elle n'est pas effectivement proprement dite de l'Europe, on va dire de la caucasiennerie, alors donc son vocabulaire réel ne peut être facilement explicable. Mais donc, dans l'astrologie, le bélier, donc l'Aries, est lié aux personnes nées qui, du moins d'après eux, entre le 21 mars et le 19 avril. En astrologie tropicale. Pourquoi est-ce qu'ils disent en astrologie tropicale? Parce qu'on sait très bien que les premiers êtres à avoir créé l'astrologie, les sciences spatiales, les sciences de l'univers, les sciences qui sont liées aux astres, étaient effectivement les mélanodermes. Je vous raconte pas les histoires. Allez lire Cosmogénèse de notre très cher professeur Omotunde de Dombi Fakoli, de Wambasson
effectivement, n'hésitez pas à lire le livre de Dibon Barimbok. Nous en avons beaucoup qui en parlent. Cheikh Anta Diop et également nos feux professeurs Runoko Rachidi. Donc, ne prenons pas ces éléments d'histoire à la légère parce que c'est effectivement notre histoire, c'est notre patrimoine. Donc, essayez aussi de vous renseigner sur les premières formes des calendriers. On ne va pas quand même rappeler que les premiers calendriers ont été créés effectivement par les sages et les savants africains. Et nous avons eu la première lecture de l'univers, pas forcément chez les Dogons, mais bon, c'est d'eux dont on retrace un peu plus facilement l'histoire, dans la cosmogonie des Dogons, qui avait aussi une science céleste qui était extraordinaire. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, bon voilà. Donc, il est associé à la constellation du même nom en astrologie sidérale. Donc, chez les Mésopotamiens, la constellation du Bélier se nomme le journalier. Et chez les Égyptiens, on va dire les Kamites anciens, 48 constellations. Nous savons que le Bélier est un signe cardinal qui est lié littéralement au signe qu'on appelle le feu, l'élément classique qui est le feu, donc des énergies puissantes, des énergies d'enthousiasme, des énergies fulgurantes, des énergies qui boostent, des énergies qui chauffent, c'est-à-dire le bélier est un animal vif et donc il n'est pas le seul, il y a le lion et il y a le sagittaire. Donc ce sont des êtres chauds, qui sont assez vifs. Cette description notamment du bélier nous vient de Plutarque. Plutarque, qui est-ce qu'il était? Plutarque, du grec ancien Plutarchos, il est né à 46, donc il est né après Manéthon. Donc comme il est né après Manéthon, je pense que lui aussi, il a dû tirer quelques données de Manéthon. Peut-être qu'il a des approximatifs, mais il en a aussi pris des idées de Manéthon. Parce que le problème, c'est que tous ceux qui vont venir après Manéthon et qui vont aussi essayer de parler de l'histoire de Kemet, donc ce qu'ils appellent Kemet, donc Kamakatchopa, partie cardinalistique nord, maghrébine aujourd'hui, tous ceux qui viendront après ont tiré leurs données de Manéthon. Du moins, un peu, quand même un peu. Aussi, ils savaient déjà lire les Médounétchérou, ils sauront déjà mieux décrire la chose. Mais si ils ne savaient pas les lire, comment dire, alors ça veut dire qu'ils se sont quand même pas mal inspirés de Manéthon, qui a été le seul qui a, avec son petit groupe de prêtres, ont quand même retranscrit et essayé de plus ou moins de leur possible ajuster et arranger les ordres dynastiques. Effectivement, comme j'ai dit la dernière fois. Donc, lui, il est né après Manéthon. Lui, on était déjà à 46. Donc, on était déjà proche de la fin. Donc, j'ai envie de dire que Plutarque ne pouvait que nous ajouter pas mal de choses qui ne servaient à rien. Donc, il est né à 46 après la naissance de l'être imaginaire qu'on a nommé JC. Donc, il ne pouvait pas nous apporter un peu plus. C'est-à-dire, il ne pouvait pas nous apporter plus qu'avait déjà dit Manéthon. Et donc, tous ceux qui viennent après Manéthon, eux tous, n'ont pas et ne pouvaient pas nous expliquer davantage que ce que Manéthon, avec l'aide de ses prêtres, avait déjà réussi à translittéraliser, à écrire, à décrire au IIIe siècle avant notre ère. Donc, Plutarque, qui est né après Manéthon, ne pouvait pas nous ajouter davantage dans les connaissances, à moins d'avoir appris les Médounétchérou. Mais est-ce qu'il avait appris les Médounétchérou? Est-ce qu'il les comprenait? Est-ce qu'il avait réussi à le faire? Du moins, parlait-il copte? On ne sait pas. Donc, tous ceux qui vont venir après ne peuvent pas nous apporter davantage. Mais effectivement, bon, on va quand même noter le travail de Plutarque dans sa vision et dans le moyen qu'il a pris, les moyens qu'il a pris pour effectivement relater cette histoire de ce qu'on appelle l'Égypte. Mais je me demande quelle période il a davantage étudié. Est-ce la période décrite par Manéthon, dont des Égyptiens anciens, pour une manière cachée de ne pas dire les mélanodermes, ou a-t-il pris la partie hellénisée après Cambyse ou à la partie de la 15e dynastie par les rois Hyksos, du moins le roi Hyksos qui a par sa venue a créé Apophis
une divinité imaginaire du mal. Mais si on retrouve des écritures encore plus anciennes, par rapport, par exemple, si on prend le cas de Homère, mais le problème avec Homère, c'est que Homère n'a probablement jamais existé. Parce que Homère n'a pas existé. C'est un personnage imaginaire. Donc, ceux qui ont créé le personnage Homère, probablement ont décrit au mieux l'histoire, parce que Homère, il est né avant Manéthon. Du moins, le personnage Homère, et dont la personne qui a créé le personnage Homère, est née avant Manéthon. Du moins, si cette personne est véritablement née avant Manéthon. Et donc, par exemple, a pu mieux nous expliquer ces phénomènes avant, mais sachant qu'elle n'était pas initiée aux sciences et aux connaissances africaines, ne peut peut-être pas mieux nous expliquer que Manéthon, lui qui est né là, qui était un prêtre. Il n'était pas un scribe, mais il était un prêtre, historien. Copte. Donc il comprenait quand même les Médou Netchérou, même si c'était une métaphorisation, une légère transformation des Médou Netchérou. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire, franchement, tous ceux qui vont venir après, je suis en train de... Je doute là, vous comprenez. Donc, Plutarchos, il est né à 46 à Chéronée, à Béotini, qui est un district régional de la périphérie de la Grèce centrale, et il est mort à 125. Donc, c'est un philosophe, un biographe, un moraliste et un penseur. Donc, majeur de la Rome antique. Ça dit qu'il commençait déjà à travailler pour les Romains, puisque en fait, cette période était déjà quand même assez romanisée, hein, bien qu'effectivement, les Perses étaient revenus, et on était déjà à l'avènement arabe, quand même. Bon, l'avènement arabe vient proprement dit à 600, donc on était quand même proprement dit à la romanisation. Donc, c'est un grec qui a played the two-face, comprenez? Donc, comme on était déjà à l'ère romaine, il a played the two-face, il faisait grécien, et comme la tournure tournait romaine, il a fait grécien, romain. Ouais, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est chacun son maître. À une période, on va dire dans les 17e, 16e siècle, on va dire qu'à un moment, c'était la France, hein. Après, c'était l'Angleterre, dont les gens commençaient à lécher les bottes des Anglais. À un moment, les gens léchaient les bottes des Français. À un moment, les gens léchaient les bottes des Allemands. Donc, c'est un peu comme ça, vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un grec d'origine, mais il a fait la tournure romaine, vous comprenez? C'était le moment, si tu ne louais pas allégeance, je sais pas, c'est César et je sais pas qui là, hein? Je ne suis pas très dans la Romagna. Donc, tu étais un peu bizarre. Hein? Et, comme j'ai dit, on va revenir sur l'hygiène des empereurs et des rois de l'époque pour vous expliquer la saleté. Donc, il est considéré comme un médio platoniste, c'est-à-dire il était un platoniste moyen. Donc, il se réclamait quand même penseur, héritier de Platon. Platon qui est parti étudier sur Kama et qui plus tard nous sort la démocratie avec ses amis Socrate et tout. Donc, il s'opposa dans certaines de ses œuvres morales ou moralia au courant stoïcien. Je vous ai déjà parlé du stoïcisme et de l'épicurianisme, notamment lorsque je faisais la séance du Calergie. Lorsque je parlais de la préface, la première partie, peut-être que je reviendrai effectivement sur ce phénomène. Donc, voilà. Donc, plus tard qu'il est né à Chéronée, c'est une petite ville de la Phocide, proche des Éphèses en Grèce. Il a vécu de 46 à 125, c'était un historien et ne possédait que peu d'informations sur sa vie, donc il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur lui. Seule la Souda, c'est-à-dire la Souda du Xe siècle, est une autre d'Eusèbe de Césare. Eusèbe de Césare, donc on avait déjà quand même parlé d'Eusèbe, bon, on n'avait pas décrit qui était Eusèbe, donc lui il est né à 265 et il est mort le 30 mai 339. Donc Eusèbe, comme je vous l'avais dit, lui il a parlé de l'évangéliste, qu'il avait parlé de sorte d'Eucharistie. Donc, comprenez que Eusèbe était déjà, comme j'ai déjà dit, lui il était déjà dans l'approche assez religionnaire. C'est pour ça qu'il employait des mots, un vocabulaire très prêtrisien, christianienne. Donc, parce qu'on était déjà à ce moment-là, vous comprenez? Et comme je l'ai dit, Eusèbe était donc un évêque de Césare en Palestine. Donc, ça explique son vocabulaire, le vocabulaire qu'il avait employé dernièrement. Donc, je vous renvoie à ma dernière séance. Donc,
pas ma dernière séance, je veux dire ma première séance. Dans ma première séance que j'avais fait sur le phénomène Amon-Ra, que maintenant on va rappeler à son vrai nom, Nyambé, Zambie, etc. Et donc Plutarque affirme être le fils d'une riche famille des terriens de la lignée de Olphétiade, descendant du mythique roi thessalien, dont on ne sait pas si le roi était réel ou pas. Il y a au moins ses 2 frères, Lamprias, et qui est son aîné, et effectivement Timon, pour qui il professe une affection particulière. Donc, une affection particulière. Bon, après, c'était les Grecs, c'était les Romains, les visions hominisées, les incestes masculins. On va revenir sur tous ces éléments, ces aspects assez particuliers qui ont particularisé à l'Occident, effectivement, le soleil couchant. Donc, effectivement, ce n'était pas n'importe qui partait et qui voyageait, puisqu'il fallait aussi avoir de l'argent. Donc, tout s'explique aussi que les Platons, etc., avaient peut-être des moyens, ils avaient des sous, parce que tu ne peux pas sortir et entrer dans le territoire comme si tu venais du village. Donc, effectivement, comprenez aussi qu'ils avaient des moyens de faire des voyages pour aller s'éduquer. Oui, parce que l'éducation, c'était pas la chose qui était la meilleure, parce que lorsqu'on voit Néron, un empereur qui était aussi dévergondé, et on voit aussi bien d'autres, je vous en parlerai, même Alexandre le Grand, c'est un dévergondé. Donc, on va vous réexpliquer ces phénomènes. Hein? Voilà. Donc, c'était un peu ce type de personne qui, malheureusement, parlait, et dont on s'est malheureusement inspiré, donc, c'est-à-dire nos égyptologues, pour retirer quelques éléments historiques sur l'Afrique kémicienne, Cachopa, si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que c'est clair. C'est malheureux. Bon, c'est mieux que rien. Donc, c'est la force. Le bélier incarne une force, une puissance, c'est un enflammement énergétique dont nous allons réétudier ce phénomène énergétique qu'est le bélier, effectivement. Donc, le bélier était l'animal sacré des habitants de Thébès. Et donc, comme j'ai dit, c'est plus tard ce bélier-là que les religions catholiciennes, je dire christianiennes, juifiennes, etc. Quand je dis musulmanien, c'est-à-dire musulman, lui, ce qu'il a fait, c'est que, bon, au lieu de prendre proprement dit le bélier, il allait plutôt prendre le mouton. Vous voyez la tabaskis, voilà, fête du mouton. Donc, il fallait quand même qu'ils se différencient un peu de leurs frères, même si en réalité, ils ne sont pas si différents. Donc, au lieu de prendre le bélier, il prend le mouton. Vous voyez? Donc, c'est très intéressant. Donc, le bélier est l'animal sacré des habitants de Thébès, dont Amon fut le protecteur. Amon Nyambé fut le protecteur spécial, la divinité locale. C'est pour cela que d'immenses avenues de béliers monolithes, dont vous voyez un peu les représentations monolithiques du bélier, parce qu'effectivement, c'était la période du bélier, donc tout était fait pour mettre en avant cette énergie forte, brutale, brusque, parce que c'est à ce moment-là que les changements ont été faits. Il y avait des guerres qui commençaient à venir, des invasions, les prémices de la violence s'intensifiaient. Le locoderme avait commencé à être dans sa sauvagerie, c'est-à-dire, quand je parle de cette partie de l'ère du bélier, je parle de la vers fin partie de l'ère du bélier, donc l'avènement de l'ère du poisson, où ces invasions se sont intensifiées. Déjà, cette particularité, du moins cette période-là, était la période où déjà, je pense que les Noirs avaient déjà été exterminés d'Asie. Donc, c'est un animal sacré également, c'est un animal sacrificiel, sacré, c'est un protecteur, parce qu'on avait besoin de force pour nous protéger. On avait besoin de créer des armées, on avait besoin de la défense, on avait besoin des sous pour se défendre, on avait besoin des esprits défenseurs. Je pense que l'erreur de nos ancêtres, c'est que ils devaient initier beaucoup plus, enseigner à beaucoup. Je pense que ça a été l'erreur de nos ancêtres. Et donc, il dit ici, de 20 pieds, donc on avait d'immenses monolithes de 20 pieds de longueur qui unissaient entre eux les principaux monuments de cette capitale. Parmi les récits mythiques que les Égyptiens, que les Grecs nous ont transmis, voilà, vous avez compris, les Grecs, Manéthon, etc., Plutarque et toutes ces histoires, il en est un qui pouvait motiver aussi aux yeux du peuple.
Cette tête de bélier donnée aux images du chef des dieux, Gomi ou Somi. J'ai essayé de chercher, j'ai pas trop trouvé. Donc Gomi ou Somi, c'est un peu une incarnation de Hercule, mais ils disent l'Hercule des Égyptiens, vous voyez? Donc il faut toujours qu'ils remontent tout à la grecquerie en fait, parce que Hercule, Héraclès, c'est un héros de la mythologie grecque. Donc, désirant un jour, disait-on, voir face à face Amon. Donc Gomi ou Somi désirait voir Amon, donc Nyambé le créateur, le Dieu suprême. Celui-ci qui voulait rester caché et inconnu, se couvrit de la peau d'un bélier et en tint la tête placée devant la sienne. C'est, entre guillemets, pour cette raison continue qu'Hérodote, qui rapporte à cet égard les dits des habitants de Thébès, qu'en Égypte, les statues d'Amon, qu'il qualifie de Zeus, parce que Hérodote, c'est un grec, donc il met Zeus ici pour que les Grecs qui vont lire ça comprennent que c'est un peu le qualificatif de leur Dieu suprême. Or, vous avez compris pourquoi est-ce qu'il le met ici? C'est pour dire que, oh, vous voyez, même là-bas, ils ont plusieurs dieux avec un Dieu suprême. Donc, ce qui renvoie au polythéisme. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention à ce qu'il dit là, en fait. Vous voyez? Donc, on finit la citation. Il dit, représente ce dieu avec une tête de bélier. Cette coutume a passé les Égyptiens aux Ammoniens. Vous voyez, les Ammoniens. Quelqu'un m'avait parlé de Amoun. Voilà, les Libyens des Oasis. Donc, nous avons un problème ici. C'est-à-dire que, bon, on a compris que, bon, d'après lui, d'après ce qu'on a raconté à Hérodote, qu'Hérodote est parti raconter à ses petits amis là-bas en Grèce, que, ben, en fait, le créateur réside là-bas à Kémet et qu'en fait, il se cache sous la tête d'un bélier. Est-ce que le créateur peut venir ici et se cache sous la tête d'un bélier? Du moins, ça, ce sont des écrits littéraires. C'est une littérature. Vous comprenez? Probablement, on ne lui a pas dit ça comme ça. Du moins, sa personne qui lui a raconté lui-même n'a pas compris et lui a dit ça comme ça. Il n'a pas bien expliqué qu'à Hérodote qu'en fait, sous l'ère du bélier, le créateur est représenté avec une tête de bélier. Donc Hérodote, qui n'était pas assez futé, ne pouvait pas le savoir, effectivement. Lui-même, il est étranger à cette histoire. Et pour qu'il comprenne mieux l'histoire, on lui a dit que, eh ben, il y a une mythologie, il y a une histoire, il y a une légende qui raconte qu'il y avait un Gomi, un Somi, qui s'apparentait bizarrement à un Hercule des Égyptiens, un Héraclès des Égyptiens, avait effectivement désiré un jour les voir. Ça, on est dans la pure imagination, on est dans la légende, on est dans le mythe. Ça n'a jamais existé. Et ça fait partie de ce qu'on appelle la littérature inventaire. Ou inventrice ou imaginaire. Comme des contes et des récits, des légendes. Vous comprenez? Donc, on est un peu dans ça là. Et plus tard, donc effectivement, l'histoire s'est faite. Maintenant, qui est Hérodote quand même? On voit quand même que ce sont des gens pas très malins. C'est assez drôle. Donc, Hérodote, il est né à la même période de Manéthon. Il est né au 3e siècle, avant notre ère. Donc, maintenant, quitte à savoir exactement s'il est né avant Manéthon ou après Manéthon, ou il est né... Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'il ne faut pas que, s'ils sont nés à peu près au même moment, alors qui a raconté quoi à qui? Vous comprenez? Or, s'il est né avant, quelqu'un lui a donc raconté quelque chose, et lui aussi il est parti faire son petit récit. Donc, c'est là où l'histoire, c'est là où on voit que l'histoire de l'Africain, transmise, du moins par les envahisseurs, est une histoire abracadabrante, imaginaire. Et c'est pour ça que l'Africain doit étudier son histoire. C'est pour ça que l'Africain doit commencer à étudier là. Il doit commencer à devenir sérieux. On va dire Miseducation of the Negro. Parce que, franchement, il faut éduquer le noir. Il est mal éduqué aujourd'hui, il est mal éduqué. Et on doit tout faire. Parce que là, les histoires qui se transmettent là sont les histoires de hors sujet en fait. Donc, qui est Hérodote? Hérodote de son nom grec qui est Hérodotos, qui est né vers 480 avant notre ère. Il est né
à Halikarnasse. Halikarnasse, c'est une ancienne ville d'Anatolie sur la mer Égée et dans l'ancienne province de Carie. Donc, qui est actuellement le Bodrum, pardon, excusez-moi, je ne sais pas trop bien lu le truc. C'est une ville sud-ouest de la Turquie dont on va dire que Hérodote était limite un Turc. Ah oui, au sens propre du terme, c'était un Turc. Mais vu que la Grèce envahissante avait effectivement pris même ce qu'on appelle la partie turque, bon, peut-être oui, c'était un Grec. Mais aujourd'hui, on associerait par rapport à la cartographie actuelle qu'il était donc un Turc. Voilà. Donc il est mort à 425, effectivement, à Touriai. Excusez-moi, franchement, je ne peux pas lire. Donc ce qu'on décrit aujourd'hui en tant que Turium, c'est en grec ancien. Donc c'est une ville de la Grande Grèce sur le golfe de Tarente, sur le site antérieur de Sybaris. Et voilà. Donc c'est un historien et géographe grec. Donc Hérodote mentionne souvent Écarté de Milet, qui est dans le logographe et historien Thalès de Milet, historien, géographe et fils de Égésandre, Anaximandre, et lui sont les premiers savants à avoir cartographié le monde vu par les Grecs. Du moins, donc Acté de Milet avec toute sa famille sont les premiers à avoir dessiné la carte vue dans la vision gréquicienne. On n'a pas dit la carte du monde de la Terre. On a dit vue par les Grecs. Hein. C'est pas un peuple très ancien. Je vous ai dit que la Grèce, le peuple locodermique, est très récent dans l'histoire de la création. Voilà. Donc, c'est le fils d'Égésandre, en lui donnant le titre d'historien. C'est lui qui sera considéré comme le premier véritable historien et dont Cicéron l'a surnommé le père de l'histoire en raison de sa grande œuvre Les Histoires. Donc c'est un livre effectivement qu'il a relaté, également appelé L'enquête de cette dernière, est centré sur les guerres médiques, dont les guerres médiques opposant les Grecs aux Perses de l'Empire, effectivement, au 5e siècle avant notre ère, donc toujours la période du bronze, la période des multicrises qui continue aujourd'hui. Donc, de ce que vous devez savoir, c'est qu'Hérodote, sa vie nous reste assez floue. Il n'y a pas beaucoup d'éléments pour mieux vous décrire le personnage, la personne et le personnage. Donc, d'après les recherches que j'ai faites, pas que sur Wikipédia, même si beaucoup sont faites sur Wikipédia, on a quelques éléments sur lui qui étaient effectivement retirés de certaines personnes inspirées de lui, telles que Denis d'Halicarnasse, donc Denis d'Halicarnasse qui est né à 60 avant notre ère, plus tard que dont j'ai déjà parlé, et de Lucien et de Souda. Voilà. Donc c'est que c'est le fils de Lixé et de Drio, d'après la Souda, et il est né à la première année de la 74 Olympiade, d'après Pamphile, qui a été cité à Olugel, et donc soit avant la seconde guerre médique, donc les multiguerres persiques gréquiciennes, et il donc fait partie d'une famille importante, bien que le nom de son père indique une probable origine barbare. On voit que c'est franchement la même vague, c'est-à-dire ce sont des gens de familles particulières qui avaient la possibilité de voyager, hein, comme certains Africains quand ils partent en Europe, en Occident, en Asie, du moins on va dire en Asie de l'Ouest, en Asie de l'Ouest, en Asie de l'Est, en Asie de l'Ouest, en Océanie, partout sur la Terre, dans les Amériques. Ce sont des mélanodermes dont les familles ont plus ou moins de l'argent, du moins, vous comprenez, surtout, voilà. Donc, ce ne sont pas du n'importe qui, c'est toujours la même histoire. Donc, surtout qu'avant, voyager était extraordinaire. Bon, pas forcément pour les Africains parce qu'ils avaient des sous, notamment. Mais donc, de ce que nous on a constaté, c'était que pour les locodermes, il fallait être l'enfant d'une particularité richardique précise. Donc, voilà. Donc, il avait des origines barbariques. Mais ceux qui disent qu'ils avaient une origine probable barbare se sont un peu trompés. Pourquoi je le dis? Parce que tout locoderme ont des origines barbares. Ils ont des origines barbares, ce n'est pas qu'il y a un qui a une origine barbare. Eux tous viennent de la même souche barbarique caucasienne, néandertale, qui n'est pas malheureusement une fausseté. Donc, il n'y a pas de barbares et de non-barbares. Ils viennent de la même souche génétiquement.
néandertalienne barbare. Goth Wisigoth, Goth, voilà. C'est un peu bizarre qu'il veut toujours faire des différenciations tordues. Moi, je comprends pas cette tordicité. Et donc, certains pensent qu'il est le neveu de Paniasis, éminent poète épique, que l'on comparait alors à Homère. Parce que, bon, vous avez compris que Homère, il a plus ou moins jamais existé. Et effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui a créé ce personnage. Hein. Donc, dans plusieurs de ses livres, par exemple, les livres qu'on appelle Histoire ou Enquête, notamment, et c'est particulièrement au travers de ces livres que nous avons les éléments et les récits qu'on raconte sur Homère, notamment sur ces peuples qui dit anciens, effectivement, donc avant leur ère. Et donc, on peut retracer quand même certaines citations qui expliquent un peu l'histoire de la période ancienne africaine. Et donc, durant les voyages et les voyages de Hérodote, parce qu'Hérodote a également aussi participé à faire quelques éléments de cartographie, donc il fait effectivement la description de ce qu'on appelle les monuments ou ce qu'on appelle les grandes, les 7 merveilles du monde, qu'aujourd'hui qu'on appelle ainsi et qui sont effectivement les pyramides en Égypte. Effectivement, bon, Hérodote, c'est un personnage dont on prendra le temps une prochaine fois de décrire l'être réel et irréel, mais c'est juste pour vous décrire les personnes qu'on avait effectivement. Donc, Hérodote, ça reste flou dans sa naissance, mais de toute façon, qu'il soit né avant ou après de quelques années de Manéthon, n'empêche que comme Manéthon, effectivement, lui aussi, il a pris des idées qu'on lui a également racontées. Donc, ce ne sont pas des phénomènes très exceptionnels. Et pour dire aussi vrai, je lui donnerai un peu plus de crédit à Manéthon. Pourquoi? Parce que Manéthon était un prêtre égyptien, du moins après que les scribes soient tous chassés, jusqu'au dernier scribe dont nous avons quand même l'histoire, qui est Siddhartha Gautama, donc celui qu'on a appelé le Bouddha l'éveillé, Kaksé Shada, voilà, avec son ami Yoga, hein, ça me fait toujours rire. Voilà, donc nous savons que les vrais derniers scribes, les vrais savants, les vrais chercheurs, c'était eux. Et donc, après ces 500 ans-là, donc c'est-à-dire après le moins 500 ans du roi Gambise, nous savons que ce qui viendra après, ça sera une lignée dans la vision religionnaire. Hein? On est déjà dans la vision, on est déjà dans les prémices des visions religionnaires. Puisque de nombreux, on va dire, bricoleurs des terres qu'on appelle hébraïques, dont les Hyksos, avaient déjà commencé à rassembler des textes pour plus ou moins commencer à écrire l'histoire judaïque, parce qu'il fallait une légitimité. Alexandre, le grec masculin, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis masculin, avait déjà brûlé, la bibliothèque d'Alexandrie avait déjà été brûlée, donc je pense, voilà. Et donc, la compétition littéraire devait s'intensifier. Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien qui pouvait proprement dire que ces gens-là étaient intelligents. Donc, maintenant, on va réécrire l'histoire. Game is game. L'ère du poisson. Game is game. Hein? Quand on voit les Noirs qui bagarrent comme ça aujourd'hui pour dire qu'ils sont hébreux israélites, franchement, s'ils connaissent l'histoire, franchement, j'ai envie de rire. Donc, on finit quand même cette citation, ce dernier passage, ce paragraphe, pardon. Enfin, le soleil entrant au printemps dans le signe du bélier. Comprenez? Le soleil du printemps entrant dans le signe du bélier. Ceux qui ont les moyens, c'est malheureux de le dire, mais faut le dire comme ça. Ceux qui ont les moyens ou ceux qui ont des amis qui les aiment bien, hein, vous savez, l'amitié, ça existe, hein, pour ceux qui ignorent, l'amitié existe. Donc, ceux qui ont des amis et qui envisagent d'aller en Égypte, je parle maintenant de l'Égypte, et qui voudront aller visiter à Thèbes ou à Thébès, ces temples-là, notamment le temple sous le signe du bélier, vous pouvez y aller et vous allez peut-être découvrir ces merveilles, hein, à la fois climatiques, ensoleillées, génétiquement génialissimes et beaucoup de choses
exceptionnel. Vous savez, les Noirs avant n'allaient pas souvent visiter les temples en Égypte parce que, vous savez, là, dans la Bible, on dit les Égyptiens sont maudits et à travers l'histoire de Moïse, etc. L'histoire de Moïse, on y reviendra sur ça, Abraham, Moïse. Donc, les gens n'avaient pas la force, le courage d'aller visiter cette partie du lien historique de Kamakatchopa. Et je pense que il faut y aller. C'est vrai, il y a la négrophobie là-bas, mais j'ai envie de dire, la connaissance dépasse tout. C'est-à-dire, ça dépasse tout. Il faut être en groupe. Donc, soyez en groupe, ne soyez pas seul, soyez en groupe et allez-y. Donc, finit ce dernier paragraphe. Enfin, le soleil entrant au printemps dans le signe du bélier pouvait être aux yeux des Égyptiens l'image sensible du dieu, on va dire, de la création du créateur, Nyambé, Amon Imana, qui, selon leur croyance, créa le monde et donna la vie et le mouvement à l'univers. Dans cette même saison, c'est peut-être pour cela encore que ce dieu porte souvent les noms combinés Amon, Ré, Amon, Nyambé, le créateur, l'ultimatum ultimé, Amon Imana, et Ré, le soleil, qui brille à jamais et qui brillera pour le temps nécessaire. Le soleil, Amon-Ré ou Amon-Ri, c'est-à-dire Amon Soleil, dont le dieu soleil, d'où Louis XIV prit le nom roi soleil, tellement ne pouvant créer quelque chose de particulier à son être particulier, il copie comme, du moins, il a copié, copia comme ses ancêtres copièrent. Donc, il copie et il a dit qu'il s'appelle le roi soleil. Vous avez vu? C'est drôle ça, c'est-à-dire rien de créatif. C'est incroyable. Donc, Imana incarne le soleil pour nos ancêtres. Et s'il poussait encore davantage la recherche astrologique, je vais dire astronomique, les astres, oui, là on va dire la science des astres, il se rendrait donc compte que chaque galaxie a son soleil. Et donc, ce qui veut dire que le soleil que nous avons sur notre galaxie spirale fait partie, est un soleil parmi tant d'autres. Mais il est particulier et spécial à nous. Dans d'autres galaxies, effectivement, séparées par des milliards, millions ou milliards d'années-lumière, ils ont aussi leur soleil avec leurs particularités, etc. Ce qu'ils appellent les scientifiques de la NASA les exoplanètes. Quitte encore à de savoir s'ils trouveront une exoplanète, du moins parce qu'ils nous racontent les histoires dans les articles que je passe mon temps à lire. Donc, voici enfin la représentation de Amon-Ri, Amon-Ra sous l'ère du bélier. Donc, les plumes, le disque solaire, le serpent qui fait ce tour au disque solaire, voilà. Il tient la croix Ankh qui dit Ankhsé, bon, d'autres disent Ankh, bon, moi j'aime, bon, d'autres ont dit que c'est mieux de dire An, mais ils ont prononcé Ankh pour des raisons particulières. Assis sur le trône, parce que le trône c'est l'univers, c'est-à-dire la création du créateur. Effectivement, le sceptre, la translittération du nom du créateur, voilà, qui lise Amon, la tête de bélier, l'œil vif, le taureau à les cornes, là je blaguais. Bref, donc vous avez quand même vu l'image, etc. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire pour aujourd'hui. Donc quand même, il y a plusieurs choses à remarquer, plusieurs choses à dire, plusieurs choses à signaler. Effectivement, sur ces phénomènes, on est dans l'approximatif, on est dans du vrai, du faux mélangé, et il faut avoir un peu de connaissances pour déceler le vrai du faux, de l'imaginaire, du bavardage et de la non-bavarderie en fait. Donc, je vous remercie encore à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager la podcast channel. Merci pour votre soutien. Merci effectivement
d'avoir pris le temps d'écouter cette séance. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Mais bon, voilà. Donc, s'il y a des choses à ajouter pour me corriger, effectivement, je sais qu'il y a des ingénieurs parmi nous. Donc, n'hésitez pas à corriger et ça m'aidera effectivement. Donc, on se dit à bientôt et bibala.